La nouvelle édition, dernière partie, c'est l'actualité par ceux qui la vivent. Et cette question aujourd'hui, les étudiants étrangers sont-ils encore les bienvenus en France? Le témoignage de nos invités. Yasmine Mala, étudiante tunisienne, diplômée, je le rappelle, de l'école de management de Grenoble. À vos côtés, Nabil Septi. Vous êtes marocain, diplômé d'HEC, porte-parole d'un collectif, le collectif du 31 mai. Et Louis Vogel, président de la conférence des présidents d'université. Alors pour essayer de comprendre le plus simplement possible de quoi il s'agit, peut-être, Nabil Septi, expliquez-nous ce qu'est cette circulaire du ministère de l'Intérieur et ce qu'est votre collectif. Écoutez, très simplement, cette circulaire, qu'est-ce qu'elle dit? Elle demande au préfet de respecter la loi de manière stricte. Tout simplement. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Le contraire qui serait Le problème, c'est qu'on constate quand même un avant et un après 31 mai. Donc c'est qu'il y a quand même un certain nombre de dysfonctionnements qui sont nés suite à cette circulaire. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que vous constatez comme changement? Écoutez, on a un nombre assez important de cas de refus fermes au motif abusif, et je laisserai Yasmine témoigner de sa propre situation. Vous verrez que c'est relativement aberrant. On a des délais d'attente qui sont considérables, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Des refus de titre de séjour et des refus de permis de travailler. Ce sont des refus de permis de travailler. Alors il faut bien recadrer la situation. On parle de diplômés qui ont déjà signé un contrat de travail ou qui disposent d'une promesse d'embauche. On est bien dans cette situation-là. Ce qu'on appelle le changement de statut d'étudiant à salarié. On passe à salarié. Voilà. Yasmine, pour essayer de comprendre, vous, par exemple, vous avez été diplômé au printemps dernier de l'école de management de Grenoble. Avant la fin d'un brillant parcours d'étudiant, vous aviez déjà une proposition pour travailler en CDI dans un cabinet de conseil. Vous aviez déjà commencé à travailler cet été. Et puis en septembre, douche froide. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Voilà, mon histoire est assez simple. Donc j'ai réussi à décrocher mon emploi avant même la fin de mes études. J'ai intégré cette entreprise, j'ai commencé à travailler. Donc on dépose un dossier pour une demande d'autorisation de travail. J'attends pendant 4 mois, j'attends la réponse de la préfecture. Au bout de 4 mois d'attente, je reçois un refus, l'entreprise plus précisément reçoit un refus qui m'oblige à quitter l'entreprise et qui m'oblige en fait, j'ai plus d'autres solutions. On me refuse le permis de travail. L'entreprise vous licencie. C'est ça. La conséquence, c'est d'une part le fait que je perde mon emploi, mais aussi que je peux pas rester autrement en France. Et qu'est-ce qu'on vous a donné comme motif à la préfecture? Mon motif est aberrant. Mon motif, c'est l'inadéquation du poste que j'ai trouvé avec mon cursus. Nabil Septi, vous avez commencé à travers le collectif du 31 mai à recenser le nombre de cas en France. Alors il y en a plusieurs centaines. Plusieurs étudiants, des centaines d'étudiants qui se font licencier du jour au lendemain et qui se retrouvent en pleine clandestinité. Vous, c'est votre cas? C'est mon cas personnellement, effectivement. Vous êtes clandestin? C'est un peu dur à dire, mais oui. Je suis diplômé d'HEC et aujourd'hui, je suis en situation de clandestinité. Totalement absurde. Je n'aurais jamais imaginé, le jour où j'ai mis les pieds à HEC, je n'aurais jamais imaginé être dans cette situation. Là, j'imagine que ma mère doit me regarder et je me dis, elle doit être en train de pleurer. C'est assez paradoxal parce que vous êtes diplômé de la plus grande école de commerce en France. Vous avez monté 2 entreprises quand vous étiez encore étudiant. Racontez-nous rapidement cette expérience-là puisque c'est une assez belle histoire. En l'occurrence, vous avez créé 2 boîtes, 2 start-up. Alors effectivement, moi j'ai trouvé ma vocation à HEC. Quand j'étais président d'une entreprise, j'ai aidé un certain nombre d'entrepreneurs à démarrer. Ça m'a donné envie de me lancer. Donc avant même la fin de mes études, j'ai effectivement lancé une start-up web avec des amis qui s'appelle toujours Witty Labs. Et puis qui a reçu des prix, qui a été prix d'innovation en partenariat avec SFR. Des partenariats avec SFR, des partenariats avec plein de grands noms de l'industrie web, notamment Deezer. Et puis j'ai monté une deuxième entreprise à la fin de mes études, un Smart Consulting, un petit cabinet de conseil qui cette fois-ci avait vocation à accompagner les entrepreneurs, notamment les jeunes entrepreneurs qui souffrent un peu d'un manque d'accompagnement. Bref, et donc vous faites les démarches administratives pour changer de statut et pouvoir travailler. Voilà. Et qu'est-ce qu'on vous a dit? Alors, je me suis rendu en préfecture pour demander ce qu'on appelle un titre de séjour commerçant. L'appellation est d'ailleurs très, très intéressante. La procédure était tellement complexe et inappropriée pour le secteur d'activité dans lequel je voulais me lancer que j'ai décidé de basculer sur un mode salarié. Je vais me salarier via ma société, puis je vais demander ce titre de séjour-là. Encore faut-il que je puisse résider en France. Donc là, je vais sur le site internet de la préfecture en maintenance tout l'été, qui est l'unique plateforme qui existe aujourd'hui pour s'informer.
Le flou total. Donc je demande à d'anciens d'HEC qui m'expliquent qu'il existe un cadre législatif qui permet aux étudiants qui disposent d'un master ou équivalent master, on a ce qu'on appelle une autorisation provisoire de séjour, c'est-à-dire 6 mois pour trouver un job. Je me rends en préfecture, je viens déposer mon dossier et on me refuse le dépôt de dossier. On me dit qu'il fallait venir 4 mois avant expiration du titre de séjour. Et bref, en tout cas, la conclusion, c'est que vous n'avez pas de titre de séjour. La conclusion, c'est que je n'ai rien vous allez devoir aujourd'hui pour quitter la rester en France, que vous allez devoir rembourser le prêt pour faire votre scolarité à HEC. Vous avez dû emprunter de l'argent. Non, c'est insupportable d'entendre ce récit-là. Alors, si on voulait se faire l'avocat du diable, malgré tout, si j'ai bien compris la logique du pouvoir, c'est de faire en sorte que le savoir que vous avez emmagasiné ensuite revienne à votre pays d'origine. Bon, c'est ça, non, l'idée en théorie officielle. Ce que dit M. Brandet, qui est porte-parole du ministère de l'Intérieur, il parle de développement solidaire. Il martèle le développement solidaire tous les jours. Alors, c'est quand même, il faut quand même rappeler que c'est toutes les nationalités étrangères hors ressortissants de l'Union européenne qui sont concernées par cette circulaire. Il y a des Japonais, il y a des Américains. Très franchement, je ne pense pas que la France... Oui, ça ne concerne pas que les Maghrébins. Il se trouve que vous êtes Maghrébins tous les deux, mais c'est favoriser une fuite des cerveaux dans votre pays et réduire l'emploi dans ces fameux pays qu'on appelle émergents ou en voie de développement. Alors il y a les deux arguments justement, Louis Vogel, et c'est intéressant parce qu'on peut se dire aussi, après tout, la France, si elle veut rester compétitive, elle a plutôt intérêt à attirer les meilleurs étudiants au monde, les former et éventuellement les faire travailler sur son sol. C'est ce que je pense. Nous, universitaires, déjà, il n'y a pas que l'économie, il y a aussi la culture. On parle toujours du rayonnement de la culture française, donc si on n'attire pas chez nous des étudiants étrangers, je ne vois pas très bien comment on pourrait faire pour rayonner. Et l'histoire de l'université, c'est une histoire d'ouverture. Quand la Sorbonne était la plus grande université du monde, elle s'est faite parce qu'elle a attiré des gens du monde entier à l'époque de l'Europe. Le Moyen-Âge, en l'occurrence, c'était l'Europe. Franchement, donc, l'université se construit comme ça. Mais justement, les universités, les grandes écoles HEC, elles ont un pouvoir. Qu'est-ce qu'elles pourraient faire pour vous aider, pour ne pas lâcher les étudiants qu'elles ont formés? Déjà, le problème, c'est qu'elles n'ont pas été informées au moment voulu, parce que la circulaire, quand elle est passée en mai, il y avait des bruits qui couraient dans les entreprises, qui auraient de nouvelles réformes pour l'immigration légale, mais personne ne savait concrètement que ça allait toucher les étudiants des meilleures écoles en France. Moi-même, quand j'étais dans mon entreprise, ils ne se rendaient pas du tout compte. Ils me disaient non, tu ne seras pas touché, c'est sûr, c'est impossible. C'est plutôt pour des cas, dans des domaines très précis, peut-être plus des techniciens, des domaines très différents. Mais c'est assez frappant de voir en tout cas que la France se ferme, alors que d'autres pays européens, l'Allemagne par exemple, s'ouvrent. En Allemagne, comment ça se passe? Mais en Allemagne, vous savez, chez nous, la durée, après, quand vous passez votre diplôme, vous pouvez rester 6 mois. En Allemagne, c'est 1 an. Vous voyez, parce que il y a l'argument culturel, il y a l'argument économique. Moi, je ne pense pas du tout que on puisse raisonner en termes de gâteau, c'est-à-dire la part qu'on prendrait là, on la donnerait aux Français qui pourraient travailler plus facilement. La création du fait de chaque, bien sûr. Il recrée la présence d'étudiants étrangers en France, crée elle-même du travail. Donc le raisonnement. Ça s'évalue au cas par cas aussi. Bien sûr. Et puis donc on peut pas. Et puis après, quand ils repartent dans leur pays, s'ils ont étudié chez nous, ce seront les clients français. Enfin, je veux dire, l'argument économique m'a pas l'air non plus cohérent. Qu'est-ce qui se passe concrètement quand un président d'université intervient en faveur d'un de ses étudiants en difficulté? Ça, c'est une demande de la conférence des présidents d'université. C'est ce qu'on a exposé quand il y a eu la réunion au ministère de l'enseignement supérieur, où il y avait le ministère du Travail, le ministère de l'Intérieur. Ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une procédure qui soit mise en place, transparente, pour régler ces cas difficiles, puisque ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'on réexamine les cas qui ont posé problème. Et dans le cadre de ce réexamen, on demande que l'avis des présidents d'université ou des directeurs d'établissement des grandes écoles soit pris en compte et ait une influence déterminante dans le processus. Voilà la demande. Comment est-ce que vous voyez votre avenir aujourd'hui, Nabil? Moi, personnellement, j'ai décidé de rentrer au Maroc. J'ai décidé de rentrer au Maroc pour plusieurs raisons. La première qui me paraissait... Moi, je me suis senti très humilié. Pour être honnête, je me suis senti très humilié. Moi, j'ai tout fait dans le système scolaire français. De la crèche jusqu'à aujourd'hui. Très franchement. Voilà. Et vous avez plutôt bien réussi. Avec la France, on m'a inculqué un certain nombre de valeurs, un certain nombre d'idéaux. Alors peut-être que je suis un peu naïf et un peu innocent dans ma manière de voir les choses, mais il n'en reste pas moins que je ne me sens plus en fait dans cette France qui m'a éduqué, dans cette France qui m'a accueilli. Voilà, très simplement. Yasmine? Moi, c'est un peu différent parce que j'ai fait recours avec un avocat, donc un recours hiérarchique auprès du ministère de l'Intérieur à mes propres frais. Vous gardez espoir? Ah oui. Et un recours de mon entreprise, je précise, qui prouve que l'entreprise a vraiment envie de me garder. Et je garde espoir aujourd'hui.
Parce que ce que j'ai du mal à comprendre, c'est comment on peut espérer conquérir des marchés à l'étranger en traitant leurs ressortissants de cette manière aussi abusive. Là, il y a une contradiction qui m'échappe, mais enfin bon. Vous pensez que ce sont des mesures électorales, Louis Vogel ? Ouais, vraiment, moi je comprends pas très bien le sens. Je pense que les effets de cette circulaire ont été sous-estimés. J'espère que c'est pas un plan machiavélique, mais je pense que ce que disait Yasmine tout à l'heure, ils ont pas du tout pensé que ça allait concerner ces étudiants et que ça allait avoir cette conséquence et qu'il y aurait des cas comme ceux qu'on nous présente aujourd'hui, hein, je suppose. Le mot de la fin, Nabil Sabti ? J'aimerais quand même réagir à ce que vous disiez, puisque vous parlez de marché, mais à très court terme, il y a des choses encore plus graves. On parle des entreprises, M. Vogel est là, parle de l'enseignement supérieur, et je suis très heureux qu'il soit là d'ailleurs, parce qu'il représente le monde universitaire. Mais les entreprises, elles sont quand même touchées dans la manière dont elles recrutent les gens, dans leur process de recrutement. Donc là, on touche quand même à quelques fondamentaux économiques qui sont quand même érigés par la droite comme des dogmes. Et donc, je pense qu'il faut retirer cette circulaire. C'est très important. Ça, en tout cas, on aura compris. C'est ce que le collectif demande, en tout cas. Nous, on demande le retrait de la circulaire. Merci à tous les trois, en tout cas, d'être venus témoigner et lancer cet appel sur notre plateau. Merci à tous les quatre. Je vous rappelle ces informations données à l'AFP et à Reuters par des responsables militaires du Conseil national de transition libyen. Mouammar Kadhafi aurait été arrêté à Sirte aujourd'hui, blessé aux 2 jambes. C'est une information qui doit encore être vérifiée et confirmée officiellement. On vous tiendra informé, évidemment, sur l'antenne de Canal+. Rendez-vous demain à 12h20 pour une autre édition de la nouvelle édition. Je vous souhaite un très très bel après-midi. J'y arrive. Au revoir.